Je rentre dans la salle pour un cours de maths, et là la prof me dit « Oui, qu'est-ce que vous faites ici ?» Donc il y a quelques années de cela, j'étais encore à l'université, et j'avais un cours de maths. Donc je rentre dans la salle, et la prof ne me connaissait pas. Bon, j'étais un petit peu en retard, alors elle me dit « Oui, qu'est-ce que vous faites ici ?» En fait, elle était étonnée de voir quelqu'un comme moi venir dans un cours de maths. Et ici, j'en profite pour répondre aux gens qui disent « Oui, mais si tu étais en retard, c'est normal qu'elle te pose cette question. » Non. À l'université, un cours est appelé un cours magistral. Donc il n'y a pas forcément d'interaction avec les étudiants et la présence des étudiants n'est pas obligatoire pendant ces cours-là. Donc même si tu arrives en retard, ça ne pose pas de problème. La plupart du temps, les profs ne se rendent même pas compte de qui vient et à quelle heure parce que justement c'est un cours magistral. D'accord ? Ce n'est pas comme un TD ou un TP par exemple. Donc, mais alhamdoulilah, ça a eu de très bonnes répercussions parce que par la suite, ça m'a poussé à me dépasser. Je me suis dit, je vais non seulement assister au cours, mais en plus, je vais avoir la meilleure note, je vais dépasser tout le monde et, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, c'est ce que j'ai fait. Pour cela, j'avais un ami. Donc j'avais un ami, j'en ai parlé dans une vidéo, mais j'en profite ici pour en parler dans une vidéo longue et donner plus de détails. Donc mon ami était très fort en mathématiques, en physique et en sciences dures en général. Et subhanallah, il était plus jeune que moi. D'accord, il était plus jeune que moi. Mais tout de même, je l'ai contacté, je lui ai dit Samy, il faut que tu me donnes un coup de main, il faut que tu me donnes des tips pour que justement j'ai la meilleure note. Mon but et mon objectif, c'est d'avoir la meilleure note afin de montrer à cette prof-là que non seulement je viens en cours, mais je viens pas pour rien, je viens pour dépasser tout le monde. Et c'est ce qu'il a fait, alhamdoulilah, qu'Allah le récompense, il m'a beaucoup conseillé, il m'a montré des astuces, etc. Et au final, pendant l'examen, j'ai performé, ou j'ai surperformé, et j'ai eu la meilleure note du groupe. J'ai eu la meilleure note durant cet examen, subhanallah. Donc ceci aussi pour vous dire que il ne faut jamais s'enorgueillir. Il faut toujours avoir l'humilité de prendre la science où elle se trouve. Même si elle se trouve chez une personne qui est plus jeune que vous en âge, qui est peut-être qui a moins de science que vous, peut-être en général, et moins d'expérience que vous, mais peut-être qu'elle a une science que vous n'avez pas, et qu'elle performe dans cette science, et que du coup, vous pouvez profiter d'étudier auprès d'elle, vous pouvez profiter de prendre la science dans quelque chose qui vous sera profitable. Et c'est ce que j'ai fait, alhamdoulilah, et vous voyez, comme je vous ai dit, il y a eu des fruits, des bons fruits de par cela. Walillahi alhamd. On voit beaucoup de gens qui s'enorgueillissent lorsque une personne plus jeune qu'elle leur font le rappel ou leur explique une chose ou un raisonnement. Ils se disent non, toi tu n'as pas d'expérience, tu es jeune, tu ne comprends pas, tu ne connais pas la vie, etc. Donc ils se basent sur l'âge pour juger du bien fondé d'un raisonnement ou du fait qu'ils acceptent le raisonnement ou pas. Et ça va te priver de beaucoup de bien. Il ne faut pas regarder l'âge, il faut regarder les faits. Il faut regarder ce que la personne dit et analyser ça avec sincérité, et en ayant un raisonnement valable, et non pas un raisonnement fallacieux. C'est pour cela que l'imam Malik, rahimahullah, refusait de donner son âge. Lorsque quelqu'un lui posait la question « Quel âge as-tu » ou « Quelle est ta date de naissance ?» il disait « Je ne te dis pas ». Parce que si je te dis un âge qui te paraît jeune, tu vas dire « Alors cette personne n'est pas expérimentée ». Et si je te dis un âge qui va te paraître vieux, tu vas dire « Elle est déconnectée du monde actuel, c'est un ancien, il ne comprend pas les enjeux actuels de notre société ». Donc pour cela, je ne te donne pas mon âge. Juge-moi sur ce que je dis, juge-moi sur ce que je fais, juge-moi sur des faits, sur le factuel justement, et non pas sur des choses qui relèvent de l'émotion. D'accord ? Car l'émotion, souvent, va te tromper. Il ne faut pas que tu bases ton raisonnement sur les émotions, sur les goûts, etc. Regarde le factuel, ouvre des livres, regarde des études scientifiques, regarde les spécialistes du domaine, ce qu'ils disent, et analyse cela avec sincérité et humilité,
Et de par cela, tu arriveras, Inch'Allah, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, à la vérité. Et ça, c'est applicable dans tout. Non seulement dans les sciences mondaines, mais également dans les sciences religieuses. Il ne faut pas se fanatiser pour un avis ou pour une personne. On ne se fanatise pas, on regarde les faits. On regarde les preuves. C'est pour cela que, en tant qu'homme, tu dois toujours maîtriser tes émotions. Tu dois avoir la maîtrise de tes émotions. Tu dois être stable. D'accord? Et toujours, malgré que tu peux être en colère ou triste ou autre, tu dois toujours maîtriser tes réactions et tes actes. Tu dois baser tes réactions sur la vérité et sur le bénéfice que tes actes peuvent apporter et non pas sur une réaction qui pourrait émaner d'un mal que tu as reçu. D'accord? Car de ce fait, lorsque tu vas te calmer, lorsque cette émotion négative va s'en aller, tu vas regretter. Tu vas regretter et tu ne pourras blâmer que ta propre personne. Donc ce n'est pas valable, ce n'est pas rentable de se retrouver dans cette situation. Et pour cela, pour avoir la maîtrise et pour travailler sa maîtrise, il faut s'entraîner. Forcément, il faut travailler sur soi. Que ce soit travailler sur tes capacités cognitives, développer tes capacités cognitives, tes connaissances, tes compétences, mais également tes capacités physiques. D'accord ? Le physique et le mental et le psychologique étant étroitement liés. D'accord ? Un esprit sain dans un corps sain. Tu dois non seulement maîtriser les sciences ou avoir un rapport étroit avec les sciences, tu dois être capable d'ouvrir une revue scientifique, un article scientifique, un livre où on expose des raisonnements complexes et également tu dois être capable de le faire en différentes langues. Maîtriser une langue c'est très bien, mais le fait de maîtriser plusieurs langues ou à minima de comprendre plusieurs langues, ça va ouvrir ta façon de penser. Ça va également te permettre de comprendre le raisonnement de différentes personnes et le comprendre profondément. D'accord ? Pour ceux qui ont comme langue maternelle le français, sachez que le français est très 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 limité. Déjà limité en termes de nombre de mots, mais également cela impacte une limite dans le raisonnement et dans les possibilités de raisonnement et de compréhension. La langue arabe comprend par contre 12 millions de mots. Et du fait de ses règles et du fait de son héritage en poésie, en sciences, etc., le fait de l'apprendre, ça va te permettre de penser d'une autre manière. De penser d'une manière que peut-être en français, tu n'as pas eu l'occasion et la possibilité de penser à ces choses-là, d'accord ? Et de comprendre ces choses-là. Et pareil pour l'anglais, d'accord ? Aujourd'hui, je pense que 3 langues, c'est bien. Si tu, par exemple, je m'adresse à un public francophone, si ta langue maternelle, c'est le français, que tu connais que le français, tu dois également et avant tout faire tous les efforts possibles pour apprendre la langue arabe. Et également, une fois que tu auras un niveau avancé en langue arabe, également, tu dois t'adonner à travailler l'anglais. Pourquoi ? Parce que l'anglais va également t'ouvrir beaucoup de portes. Ça va te faciliter l'accès à la science, car aujourd'hui, la majorité des articles scientifiques sont publiés en anglais. D'accord ? Malheureusement, on aimerait que ça soit fait en arabe, et Inch'Allah, bidnillah, j'espère que on arrivera à cela, à revenir à une situation où la science est publiée en arabe. Avant, la science était publiée en arabe et les gens, même les occidentaux, apprenaient la langue arabe afin justement d'apprendre la science. Et donc arriver dans cette situation, Inch'Allah, bidnillah, ça sera possible, mais il faut passer par des étapes. Et les étapes, c'est la première, c'est apprendre à sa propre personne, maîtriser cette langue qui est l'arabe, et ensuite la transmettre, d'accord, la transmettre à nos enfants, etc. En réalité, la langue que tu parles et que tu transmets a une importance primordiale. Elle a une importance primordiale car c'est la clé qui va te permettre, comme j'ai dit, d'accéder à la science et accéder à l'information et aussi la transmettre. Mais également, cette langue-là porte une culture. Elle porte une culture, elle porte une histoire, elle porte une identité. Et ton identité à toi, en tant qu'arabe ou en tant que musulman, elle est liée forcément à la langue arabe.
d'accord? Elle est forcément liée à la langue arabe. Et nous, en tant que musulmans, on se doit d'apprendre la langue arabe et de la transmettre et de transmettre la science avec cette langue. Aujourd'hui, on voit que dans les universités des pays arabes, il y a un gros problème. Il y a un très très gros problème à ce niveau-là. Les étudiants apprennent la science et étudient la science en arabe depuis très jeune. Ensuite, lorsqu'ils rentrent à l'université, ils découvrent une nouvelle langue, soit le français ou l'anglais, et ils sont du coup handicapés. Et ça ne se retrouve pratiquement dans aucun pays, à part chez nous. À part chez nous. Regardez par exemple les Chinois, ils enseignent en chinois à l'université. Les Japonais pareil, les Français pareil, les Américains pareil, les Anglais pareil. Il n'y a que nous qui faisons cela, et ça c'est une erreur primordiale. Moi je me rappelle quand j'étais à l'université, il y avait des étudiants qui venaient de pays arabes, et par contre que dans ces pays-là ils étudiaient en français. D'accord, donc ils avaient parfois des masters ou des licences et ils avaient étudié pendant leurs études en langue française, mais malgré cela, ils venaient toujours me voir pour me dire: Mohamed, qu'est-ce que ça veut dire ce terme-là? Qu'est-ce que ce terme veut dire là? Qu'est-ce que le professeur a voulu dire par ça, par ceci, etc. Et moi, tout le temps, ce que je faisais, c'est que je faisais le dictionnaire. Je leur expliquais une deuxième fois, parce qu'ils n'arrivaient pas, ils ne maîtrisaient pas en réalité la langue française. Ils ne maîtrisaient pas la langue française. Leur langue maternelle, c'est la langue arabe. Il faut leur parler en arabe. Et ça, il faut qu'on le comprenne même nous, et qu'on transmette ça à nos enfants, et que l'on fonde des sociétés en arabe, afin que l'on puisse avoir un accès direct à la science. Mais là, si on enseigne en langue française, on n'a pas un accès direct à la science. On a un accès qui doit passer par la langue française, par exemple. Ou par la langue anglaise. Au Japon, par exemple, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un bureau associé à l'État et affilié à l'État qui est chargé de traduire tout ce qui sort comme science dans le monde et de manière journalière dans la langue japonaise. Ils le traduisent au jour le jour. Lorsqu'il y a une information ou un article ou un papier qui est important et qui a un impact intéressant. D'accord? Donc nous devons faire la même chose. La science, ça doit être accessible directement. À ce niveau-là, aujourd'hui, nous, on n'y est pas encore. Et pour cela, on se doit, premièrement, de maîtriser notre langue, qui est la langue arabe, et également de maîtriser d'autres langues. Mais on doit se concentrer avant tout sur notre langue, la langue arabe. D'accord? Wa billahi tawfiq. Et la réussite est de par Allah subhanahu wa ta'ala et s'obtient de par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.